Une nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité et nous sommes lundi 22 janvier 2024. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges au Favara, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour éditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette première audience de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne Issaka Sourouema. Il est communicateur et socio-anthropologue, ancien ministre en charge des affaires religieuses et coutumières. Il est aussi un chef coutumier en la personne du Dawel Gnaba Boalga. Avec lui, il sera question à cette émission de la situation nationale et du rôle des chefferies traditionnelles dans la création et la promotion du Faso d'Anfani. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Oui, bonjour, monsieur Kaboré, président. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, Président. Je vais sacrifier à la tradition du lundi en partageant cette pensée de Alexandra Julien qui dit « Avant d'accuser autrui de nous empêcher d'être ce que nous sommes, demandons-nous d'abord si ce n'est pas plutôt nous qui nous l'interdisons. » Donc, avant d'accuser autrui de nous empêcher d'être ce que nous sommes, demandons-nous d'abord si ce n'est pas plutôt nous qui nous l'interdisons. Donc, je dis c'est une pensée de Alexandra Julien. Effectivement, on perd beaucoup d'énergie, on prend du temps pour accuser autrui, et quand on regarde, on fait un regard introspectif, sérieux, après on se rend compte en réalité c'est nous qui nous l'interdisons. Parfois ce n'est même pas autrui qui nous l'empêche. Il y a peut-être un acte autrui à poser. Nous l'avons pris pour justifier le fait de ne l'avoir pas fait et puis dire bon c'est un tel qui m'a dit ça, c'est un tel qui m'a déconseillé, je voulais le faire, il y a un tel, et puis quand je suis allé on dirait qu'il disait dans mes pensées, bref. Donc nous passons plus de temps à accuser plutôt qu'à nous interroger nous-mêmes. Donc ce qu'il y a, c'est de réfléchir sur soi, se recentrer sur soi, demander est-ce que réellement il me l'a empêché. Il peut me déconseiller d'une façon ou d'une autre, mais il ne va pas agir à ma place. Si nous laissons tomber, c'est de notre responsabilité. Donc que nous puissions être responsables de nos actes et cessons d'accuser les uns et les autres. Il faut avancer. Donc ce que je voudrais ajouter, c'est souhaiter une très bonne semaine à tout le monde, aux forces de défense et de sécurité, au VDP, mais aussi à toutes ces personnes qui sont dans le domaine humanitaire et qui œuvrent à offrir un brin de sourire et d'espoir aux personnes déplacées internes. Donc, pensée affectueuse ou également aux personnes déplacées internes. Excellente journée et surtout très bonne semaine à tous les Burkinabés. Merci, juge Benna Bougma. Juge Ofavaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Deux avant-propos très rapidement. D'abord, nos étalons qui sont aussi sur l'autre front, celui du football, du côté de Boaké. Ils nous ont fait vraiment vibrer samedi dernier. Ça a été difficile, un match qu'on a commencé un peu timoré, mais très vite on s'est repris et à chaque fois on s'est fait rattraper par l'Algérie qui aussi, on le savait, était un gros morceau. Tout va se jouer logiquement demain et on espère bien que nos étalons vont évidemment passer ce cap là où les met. Et puis une pensée aussi à Guira qui est blessé. On dit qu'il sera loin des terrains pendant 5 mois, 6 mois. Une blessure qui est d'ailleurs survenue lors du match de l'Algérie. On va dire qu'il n'est pas chanceux parce que le premier match face à la Mauritanie, là encore il y a eu un problème de genou. Donc vous voyez, c'est ça aussi le sacrifice de venir jouer pour la patrie. Quelquefois aussi ça vous met quelquefois à mal, même le club là où vous êtes. C'est un peu ça la réalité, ou bien ça pourrait vous mettre. Donc il y a un choix souvent à faire et c'est souvent courageux de venir déjà en équipe, c'est patriotique et puis de vouloir mouiller le maillot. Deuxième avant-propos très rapidement, c'est le Sénégal. On a la liste de ceux qui seront donc dans la course à la présidentielle. La liste de sortie, c'est je pense une vingtaine de candidats. Il y a deux majeurs qui ne passent pas, c'est Karim Wade et
Sonko, c'était beaucoup plus prévisible, hein, avec des mêlées en justice et tout, mais c'est le visage aussi de la démocratie dans la façon dont nous l'appliquons, où très souvent on s'arrange à écarter ceux qui peuvent gêner. Ce n'est pas le procès de la démocratie, ça je le dis encore une fois, mais c'est la façon dont nous la mettons ici en œuvre. Vous savez, quand on vous donne un médicament, si vous ne prenez pas les bonnes posologies, ne faites pas le procès du médicament ou du médecin. Posez-vous la bonne question, est-ce que vous-même ce qu'on vous a donné, vous avez fait? Donc c'est pas la démocratie que je mets en procès ici, c'est la façon dont nous aussi nous l'utilisons. Quelquefois c'est beaucoup plus cela. Situation nationale et rôle des chefferies traditionnelles dans la création et la promotion du Faso d'Anfani. Voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec à la barre l'ancien ministre en charge des affaires religieuses et coutumières, Issaka Sououema. Déjà, monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Juge Bernard Bougma. Ok, merci. Dans la révision constitutionnelle, le CES, le Conseil économique et social, a été supprimé, de même que le médiateur du Faso, mais une entité qui regroupe les autorités coutumières qui va être créée et qui va s'occuper en fait d'un certain nombre de problèmes à régler au Burkina Faso. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouveauté apportée à notre constitution? Oui, mais... Sur ce point. D'accord, très bien, merci. Je pense que tout ce qui est pris comme initiative pour que dans le pays connaisse une gouvernance inclusive, une gouvernance participative, dans le sens, n'est-ce pas, de la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble au Burkina Faso, c'est une initiative qu'il faut saluer. Alors, et c'est également une initiative qu'il faut saluer parce que s'il y a une entité qui regroupe les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, justement c'est une très bonne chose parce qu'il n'y en avait pas. Et quand on connaît le rôle que ces autorités jouent dans le bien vivre ensemble, moi je ne parle pas de vivre ensemble parce qu'on peut vivre ensemble sans bien vivre ensemble. Donc il faut bien préciser que si c'est dans la perspective du bien vivre ensemble et même du mieux vivre ensemble, je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer. Toutefois, il faut aussi qu'on en connaisse davantage les contours. Est-ce que justement c'est une deuxième chambre? Bon, je ne sais pas et je ne pense pas, puisque au regard des textes que j'ai pu lire, il n'y a pas de passerelle qui est construite entre justement cette entité qui va être créée, et puis l'Assemblée législative de la transition, et puis au niveau du ministère en charge, par exemple, des institutions, des relations avec les institutions. On n'en a pas parlé. Donc pour l'instant, le principe c'est bon. Maintenant, il faut voir effectivement dans la pratique comment ça va se passer, parce que bien des cas, bien des situations dans ce pays nous ont fait espérer, et au bout de compte, on a vraiment déchanté. Donc j'attends de voir. D'accord, ok. Je pose la question parce qu'effectivement, au lendemain de l'affaire de Zongo, on avait vu ce qu'on avait appelé la commission d'éthique, qui était d'ailleurs logée dans les environs de la primature. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Effectivement, la question c'est, comme vous dites que vous attendez les contours pour voir comment est-ce que ça va fonctionner. Parce que on attendait qu'il fallait constitutionnaliser la chefferie coutumière, il fallait légiférer pour lui donner une autre assise, une certaine assise, du moins où quand il y a un problème, on les fait appel. Bon, ça, est-ce que ça règle cette situation ou bien c'est ce que réellement la chefferie attendait? Je ne pourrais pas parler au nom de la chefferie traditionnelle coutumière. Vous avez été ministre en charge de ces questions-là. Oui, j'ai été, je ne suis plus ministre. Donc, peut-être qu'il... C'est un sujet que vous connaissez. Je ne me débine pas, mais je vais d'abord, au préalable, préciser que je ne parle pas au nom de la chefferie traditionnelle et coutumière, que je ne suis plus ministre, mais je suis un citoyen et je peux m'exprimer, et je dois m'exprimer, parce que j'ai les droits. Ça peut déplaire, c'est dommage, tout comme des gens disent des choses qui me déplaisent, mais je ne peux pas leur dire de ne pas parler, parce que dans le contexte actuel, même les positions médianes sont parfois très mal perçues, alors qu'en fait, nous sommes des citoyens, et ça, c'est vraiment une des positions qu'on ne peut pas négocier. Tout à fait. D'accord. Donc, cela étant, je crois que ça peut contribuer, en attendant donc de voir comment ça va se passer, je crois que ça peut effectivement contribuer à résoudre de façon formelle, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, la chefferie traditionnelle coutumière et les religions vivent un peu dans l'informel.
même si les associations, les religions, les confessions religieuses sont reconnues comme des associations, le caractère informel de leur existence réside dans le fait que quand vous prenez une organisation religieuse, on ne peut pas la considérer sur le même pied d'égalité, mais aucune association, par exemple, telle que la mienne que je préside, c'est-à-dire l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Parce qu'en plus des aspects horizontaux et diachroniques, et synchroniques, c'est-à-dire les relations entre ceux qui appartiennent à la même religion, en plus de ces relations horizontales-là, il y a une relation verticale avec la divinité, avec le Créateur. Alors, et ensuite, c'est adossé sur des livres saints. Donc déjà, il y a une particularité. Et si on ne particularise pas non plus par exemple, la règle de droit, c'est-à-dire la loi par exemple, bon, et ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que quand j'étais au gouvernement, nous avons travaillé sur la loi portant liberté religieuse et l'avant-projet était prêt. Le Côte d'Ivoire avait effectivement fait des observations que nous avons intégrées et il restait simplement à introduire ça en Conseil des ministres pour que ça sorte comme un projet de loi qu'on allait adresser à l'Assemblée. Revenant, n'est-ce pas, à votre question. Bon, je pense que c'est effectivement une bonne chose. Cela, n'est-ce pas, devrait se faire en bonne intelligence avec les acteurs, avec les intéressés. Bon, au-delà, n'est-ce pas, de toute considération et de tout calcul, n'est-ce pas, politicien, parce que en principe, même si nous autres responsables traditionnels et coutumiers, nous avons des limites liées à notre condition humaine, donc on est des êtres par essence imparfaits, la gouvernance traditionnelle est supposée être inclusive, participative, cohésive, équitable. Alors donc de ce point de vue, il faut que effectivement ce soit collé à ça. Et il est intéressant que ceux qui parlent par exemple de nos valeurs endogènes, parce qu'on ne peut pas parler de valeurs endogènes, on ne peut pas parler par exemple de modes alternatifs, n'est-ce pas, de gouvernance, et pour s'appuyer sur nos traditions, et on n'est pas participatif, et on n'est pas inclusif, et on n'est pas équitable. Ça, il y a une contradiction qu'il faut relever. Et donc cela veut dire l'inclusivité réside entre autres dans le fait que même les paroles discordantes, même si on ne les partage pas, elles ont leur place. C'est pour ça que si vous allez chez le Mogo Naba par exemple, vous verrez peut-être des Samoans qui insultent, vous verrez par exemple des gens, même chez moi, des encéphalopathes, vous verrez par exemple des gens qui sont des malades mentaux, vous verrez même ceux qui sont contre le chef. Et le chef sait très bien qu'à la première occasion, ils vont l'envoyer ad patris. Mais ils sont là. Donc, de ce point de vue-là, en réalité, c'est possible pour ça que chez nous, dans la tradition, quelle que soit la société, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de gendarme, il n'y avait pas de police. Parce que dans la tête de tout le monde, il y a des valeurs fondamentales qui sont là. Bon, et même si on n'est pas d'accord avec la personne qui incarne, on a du respect pour l'institution. Et pour ce faire, l'institution survit aux individus et c'est à elle en réalité que l'on s'adresse. Juge Fava, question de généralité. Oui, question de généralité. C'est vrai que tout à l'heure vous disiez qu'on a l'impression que cette sphère coutumière-là est un peu dans l'informel, voilà. Mais à un moment donné, tout le monde a salué l'élection des ministères des affaires religieuses et coutumières. Vous avez été le premier d'ailleurs à assumer le portefeuille. Et le dernier. Voilà, et le dernier, c'était ça même d'ailleurs ma question. Okay, d'accord. Tout le monde disait, oula, voilà quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. Et on avait comme l'impression que c'était un peu la réhabilitation aussi de la chefferie dans ce qu'on a comme structure dans notre société. Et peut-être c'était le moment même de penser clairement comment est-ce que on travaillait sur sa part contributive qui existe déjà. Mais maintenant, aujourd'hui, ça devient un passé lointain. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que bon, ça a été comme ça et puis c'est fini? Non, je pense que les sociétés ont une dynamique, par exemple, qui dépasse les considérations individuelles, par exemple. Donc, moi, j'ai été simplement un outil à un moment donné, et je pense que l'outil ne peut pas, en fait, remplacer le forgeron, et le forgeron ne peut pas remplacer Dieu. Ça veut dire que, quelque part, comme nous sommes tous des croyants, ou en tout cas la majorité d'entre nous, par exemple, sont des croyants, bon, eh bien, il y a certainement plus, quelque part, au Créateur ou à Dieu de dire bon, ben, il n'y a pas effectivement de place pour le ministère, etc., etc. Et ceux qui ont décidé en fait de le supprimer, bon, n'ont fait peut-être que n'ont été également que des outils
nous tous, nous sommes des outils à un moment donné de l'histoire. Et donc, nous ne sommes pas le forgeron. D'accord, cela étant, je pense qu'il ne faut pas se fier à la dimension institutionnelle matérielle que peut prendre, par exemple, la résolution d'une préoccupation majeure. Il faut voir, il faut se demander, est-ce que le ministère n'est pas là? Est-ce que les thématiques qui étaient en charge, dont le ministère était en charge, sont prises en compte, oui ou non? Alors, il faut se détacher de ses propres considérations individuelles. Et je pense que ça a été pris effectivement en charge et à travers donc le ministère en charge de l'administration du territoire et en charge des libertés, à travers la direction générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles. Alors, et avant qu'on crée le ministère, sachez que c'était une direction simple, une direction technique de la DGELPAP, la direction générale des affaires politiques et des libertés publiques, je crois. Alors donc, c'est ça. Et c'était seulement une direction simple. Donc, ensuite, ça a été érigé au rang de ministère. Et après, aujourd'hui, au lieu que ça revienne à une liberté, à une direction simple, c'est une direction générale. Alors, donc, qui continue, avec laquelle nous continuons de travailler. Et moi, le MATDS m'a fait, les deux ministres là, m'ont fait l'amitié et la fraternité, mais de m'associer, par exemple, à l'élaboration des textes de statut, de projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Et en principe, demain, on sera à Koudou pour l'adoption, par exemple, des décrets d'application du dit avant-projet de loi que nous avons élaboré à Manga du 19 au 23 décembre dernier. Et pour ce qui concerne les libertés religieuses, pour l'instant, apparemment, c'est le silence radio. Je dis bien apparemment parce que peut-être que les choses se font en interne et je ne suis pas au courant. Donc, je ne souhaite pas dire qu'il n'y a rien, mais je souhaite effectivement qu'on se hâte lentement parce que, au nom de la religion, beaucoup de choses, par exemple, se passent dans ce pays et la dimension, par exemple, ethnique est de moins en moins problématique que la dimension, par exemple, religieuse et confessionnelle. Et je crois, et c'est pour ça qu'à l'époque, on avait estimé que il fallait d'abord, coûte que coûte, que la loi portant liberté religieuse au Burkina Faso soit adoptée et on était arrivé à un consensus, à une unanimité des différentes confessions religieuses à travers la production, n'est-ce pas, de ces textes. Alors donc, il ne faut pas prêter le flanc, il ne faut pas donner l'occasion à des gens sous le prétexte de la religion, alors que derrière ces prétextes-là, c'est des intérêts individuels et des intérêts mafieux, pour ne pas dire des intérêts criminels qui se cachent. Il ne faut pas leur donner l'occasion de faire cela et il faut également mettre ça sur la table. D'accord. Alors, nous sommes à plus d'une année de gestion de la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Une transition dont on connaît un peu les priorités. C'est d'abord la reconquête de l'intégrité du territoire national. Pour le citoyen Issaka Souema, quelle est l'appréciation de l'évolution sécuritaire dans le pays? D'abord, ce que je vais dire est relatif pour deux raisons. Premièrement, parce que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Je dis bien, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. J'écoute effectivement ce qui se dit sur le plan officiel. C'est un élément. Et en tant qu'intellectuel, il faut utiliser ça comme un instrument, il faut utiliser ça comme un indicateur. Alors, ensuite, moi, je suis un individu et en réalité, ce que je pense, par exemple, peut être frappé d'impertinence, ça peut être frappé d'erreur. Bon, donc, c'est pour ça que je dis que ce que je vais dire est vraiment relatif du fait de ces deux éléments-là. Alors, cela dit que si ça doit effectivement déplaire, il faudra effectivement m'excuser. Je ne fais que effectivement exercer mes droits constitutionnels. Alors, donc, je pense qu'au regard de ce qui s'est dit, il y a des progrès et je pense que si tel est le cas, c'est bien. Toutefois, quand on parle du pourcentage de reconquête du territoire, la démarche intellectuelle qui doit aider effectivement à convaincre les citoyens consiste aussi à dire on est passé de tel pourcentage et on est arrivé à tel pourcentage. On pense qu'au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, en termes de... Parce que gouverner, c'est prévoir, au regard de ce que nous avons acquis comme moyen, que ce soit militaire, que ce soit financier, que ce soit matériel, on croit que dans tant de mois ou dans tant d'années,
restons dans le mois, puisque la transition n'est pas provisoirement définitive ou définitivement provisoire. Normalement, il y a un horizon temporel qu'il faut se déterminer, même si aujourd'hui, on n'a pas une claire vision de la question. Donc, il faut se dire maintenant, on est à tel niveau et on espère que, voilà, dans tant de temps, on sera à tel autre niveau. Même si ce n'est pas dit de façon effectivement officielle, parce que, bon, c'est aussi des questions militaires et sécuritaires, mais il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose. Mais il a tout de même été dit qu'on est passé de 65 à 65,65%. Oui, bon, de 65, moi je n'ai pas suffisamment d'éléments d'appréciation. Ça a été dit par le chef du gouvernement himself. Alors, donc, si ça a été dit, et comme ça a été dit, bon, je crois qu'il a aussi, il faut mettre ça en rapport avec les moyens. Parce que quand on repart, par exemple, en 2022, en octobre 2022, et vous faites une analyse seulement du contenu, on n'a pas besoin d'aller chercher des différents discours, hein. Vous faites une analyse de contenu, des différentes déclarations. Bon, et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 65. Même sous le président, en fait, Damiba, nous avions des chiffres qui disaient que... Il y en a qui disaient que c'est 60%, il y en a qui disaient que c'est 65%. Bon, je le dis parce que, bon, mon ministère était concerné par ces questions. Donc, quand c'est effectivement comme ça, il faut qu'on sente qu'il y a dans l'élaboration ou dans le travail, par exemple, qui est fait, des choses qui peuvent effectivement inspirer des réflexions, des choses qui, de par leur pertinence, par exemple, peuvent convaincre les citoyens. Quand je dis les citoyens, c'est les élites, parce que c'est entre nous, hein. Ceux qui nous supportent ont certainement raison de le faire, mais il y a une chose est d'avoir des gens qui vous supportent, une chose est des gens qui vous supportent peut-être, mais qui ont la même, du point de vue du niveau de connaissances, du point de vue du niveau d'instruction, la même chose pratiquement que vous. Moi, je suis enrôlé VDP dans mon village, dans la commune de Saponé. Alors, ça veut dire que je suis vraiment engagé dans la défense de la patrie. Et au village, on fait des travaux, on mène des activités de cohésion sociale de façon à prévenir, n'est-ce pas, l'extrémisme violent, la radicalisation et l'extrémisme violent de chez nous. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça ne pose pas de problème. Mais il faut avoir une place pour la réflexion, pour les reculs, pour l'exercice de l'esprit critique qui est le propre de tout citoyen en tout cas. Oui, mais sauf que jusqu'ici vous parlez des chiffres, il y a quand même ce qui est concret, les acquisitions où on a eu le constat sur le plan militaire. Mais je l'ai dit, j'ai dit que si on part de ce qu'on a comme ressources matérielles, de ce qu'on a comme ressources financières, et sur le plan militaire, mais il y a des prévisions à faire, c'est ce que j'ai dit. Donc pour ça, c'est bien, mais il faut aussi noter de façon possible le volontarisme. Vous savez, sans volontarisme, on ne peut absolument rien faire. Le volontarisme est essentiellement fait de passion, et pour réaliser les grandes œuvres, il faut nécessairement une bonne dose de passion. Maintenant, dans la réalité, il y a effectivement, nous sommes des humains et il faut regarder ceux effectivement qui sont en face et intégrer pratiquement tous les éléments comme on le fait de façon traditionnelle, alors quelles que soient effectivement les personnes, quelles que soient les opinions, et que nous, ceux qui nous supportent par exemple au village, ils ne peuvent pas interdire à ceux qui sont contre nous de parler ou de critiquer le chef. Ça, c'est pas possible. Alors, parce que c'est par ces gens-là, si vous voulez écouter votre propre voix du fait de vos partisans, en réalité, vous n'êtes pas dans une perspective inclusive, une perspective participative. J'écoute notre convoqué du jour, il y a beaucoup de choses. Dans son discours, il y a beaucoup d'éléments qui sortent. Moi, je retiens, de façon pêle-mêle, vous me corrigez si je n'ai pas bien compris. Il y a la question d'abord des chiffres sur lesquels le président vous a interpellé. J'ai comme l'impression que ce que vous dites, c'est que on n'a pas une claire lecture parce qu'on ne nous donne pas des chiffres clairs sur l'évolution et même en termes de projection. Donc, ça fait que ça ne peut susciter aussi quelquefois des réserves. Deuxième élément, vous venez aussi sur la question très souvent aussi de la critique qui doit être acceptée. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le son dissonant ou bien le désaccord, on l'exprime maintenant moins difficilement. Peut-être expliquer mieux pour qu'on comprenne. Parce que ce sont des éléments que moi j'ai perçus dans votre discours.
D'accord, par rapport à la question là, moi je vois que si vous allez-y sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux ou même les médias traditionnels, à travers par exemple des émissions interactives, alors il suffit peut-être que vous disiez que vous ayez une position médiane. C'est même pas contre. Il suffit que vous ayez une position médiane, pour que les gens, sans réfléchir, par exemple, ils vous traitent de tous les noms d'oiseaux. Ensuite, récemment dans ce pays, sur les réseaux sociaux et sur les médias sociaux, on a menacé de taillader des gens avec des machettes. Et puis, ça s'est passé comme ça. Alors, il y a des gens dont le péché, si c'en est un, était seulement de vouloir exprimer des points de vue différents. Je ne dis même pas contradictoires, parce qu'en réalité, si on parle de notre ministère, je profite de le dire, le bilan qui a été fait de l'action du ministère, même par les autorités actuelles, c'était un bilan positif. La preuve, c'est que nous avons, le ministre de l'administration territoriale nous l'a dit, l'ancien ministre, le colonel Boukari Boris Zumbrana. Ensuite, notre secrétaire régional est aujourd'hui la ministre en charge de la réconciliation nationale et de l'action humanitaire. Alors, et les autres cadres qui travaillent avec moi, pratiquement tout le monde a été effectivement nommé. Donc, ça veut dire que on avait fait un bon casting et c'était une bonne chose. Alors, cela étant, effectivement, quand vous avez une opinion différente, et puis quelque part, celui qui est chargé de dire, vous me supportez, c'est vrai, mais ces gens-là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nous sommes dans le même pays, nous sommes tous des citoyens dans ce pays, et le statut de citoyen, c'est à mettre en relation avec des droits. Alors sinon, il n'y a pas de citoyenneté. Et donc l'identité première chez nous, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le groupe ethnique, mais c'est d'abord la citoyenneté, l'appartenance à un État qui est en train de se construire, de se renforcer pour devenir une nation. Donc c'est ce que, effectivement, je veux dire. Et en tant qu'autorité, je pense qu'il faut que les gens regardent leurs partisans. Tant que c'est des débats, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des menaces de mort, il faut quand même pas. Dites clairement au tribunal, vous avez l'impression que l'autorité dans cette situation-là n'arrange pas? Non, c'est pas une impression. Un discours qui pourrait permettre peut-être de ramener les uns les autres à l'ordre. J'ai dit, non. Dites les choses clairement. Monsieur le juge, je l'ai dit clairement, je vous ai dit, si on menace des gens, on menace de les taillader, et puis on ne dit rien, et puis l'autorité ne dit rien, est-ce qu'il y a plus de clarté? Est-ce qu'il y a plus d'évidence que ça? Et j'ai dit que chez Village, si mes partisans décident, n'est-ce pas, de s'en prendre à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne peux pas être d'accord. Ça, c'est assez clair et limpide. Maintenant, pour ce qui est effectivement des chiffres, j'ai dit effectivement que, pour ce qui est des chiffres, j'ai dit, que même sous le président d'Amiba, et les 60% là, effectivement, étaient une réalité et on entendait et les 65%, alors c'était des discussions en cours. Donc ça veut dire tout simplement que si aujourd'hui on est passé de 60 à 65, il aurait fallu que l'autorité regarde ce qui se disait sur le président d'Amiba, si ce n'est pas le cas, pour faire des comparaisons. Parce que pour ceux qui possèdent des chiffres, par exemple concernant le passage du président d'Amiba à la tête de l'État, on peut se dire que ça n'a pas vraiment changé. Or, ce qui est déterminant, c'est certainement des gens qui supportent le pouvoir, la transition. À coup de bruit, c'est bien. Je pense que ça permet d'avoir une certaine légitimité, du moins une légitimité certaine. Mais ce n'est pas suffisant. Ceux qui réfléchissent dans ce pays, si on prend les universitaires, la société civile, les médias, etc., eux, on a besoin effectivement davantage de les convaincre, parce que quand vous écoutez, ces gens-là, vous vous apercevez qu'il y a une sorte c'est mitigé, il y a des critiques toutes les fois qu'il y a des conférences, il y a des critiques, et nous on participe à cela, et on peut être insensible à ces questions-là. Donc ça veut dire qu'il faut, même en donnant les chiffres là, il faut davantage effectivement de précision, il faut davantage de communication avec des éléments, parce que la communication, ce n'est pas seulement le contenant, c'est aussi le contenu. Et si le contenu n'est pas en phase avec le contenant, on fait de la com, mais je ne suis pas certain qu'au niveau des élites et ceux qui réfléchissent, même s'ils ne disent rien,
Mais que ça rend à supposer qu'ils ne disent rien, parce que vous voyez les activités qui sont menées. Alors donc, les gens se sont réservés. C'est assez clair. Avant de laisser la parole au juge Bougba, nous sommes aussi dans une situation où très récemment il y a eu cette communication du gouvernement sur les tentatives de déstabilisation avérées. C'est tout de même récurrent sur cette transition du capitaine Ibrahim Traoré. On parle d'évolution sécuritaire et juste à côté, on a tout de même l'impression qu'on est ramené à l'arrière par un certain nombre de personnes qui en veulent encore en termes de déstabilisation. Quel est l'avis d'Issaka Sourouema sur la question? Mon avis, c'est que moi je suis contre les coups d'État, même si j'ai été ministre d'un régime issu d'un coup d'État. Je pense que ce n'est pas la solution. Je pense que ce n'est pas la solution. Et si c'est avéré... le gouvernement l'a confirmé à travers un communiqué. Non. Oui, bien sûr, le gouvernement l'a confirmé, mais moi... vous avez d'autres sources d'informations qui disent le contraire? Non, moi je n'ai aucune source. Mais je dis seulement, le gouvernement l'a dit, si c'est avéré, ça c'est mon opinion. Ça c'est mon opinion en tant que citoyen, parce que il y a beaucoup de choses qui se disent, et nous sommes dans la société. Alors, je dis bien si c'est avéré, au regard de ce que le gouvernement a dit, mais c'est dommage. Et je pense qu'il ne faut pas s'inscrire dans cette perspective. Ça, moi, je suis fondamentalement contre. Et il faut que, peut-être, s'il y a des velléités, les gens trouvent d'autres voies, d'autres moyens pour poser leurs préoccupations. Alors, donc, moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Et je crois que si on le fait, ça va encore nous ramener en arrière, ça va encore poser des problèmes. Par contre, alors, je dis bien, par contre, toutefois, il faut que, avec ceux qui sont la façon d'appréhender les gens, la façon d'arrêter les gens, il faut y mettre une forme républicaine. Il faut y mettre une forme qui soit en adéquation avec l'état de droit. Parce que quand je regarde, quand je lis et j'écoute tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit au sujet de la question, aujourd'hui l'autorité n'a absolument pas communiqué sur la manière dont les gens ont été arrêtés. Par contre, on a des informations, et même de première source. Si vous prenez le cas de l'épouse du lieutenant-colonel Évrard Sonda, sa lettre qui est là, c'est sûr, c'est public, etc. Je pense que il faut donner une forme. Autant il est inacceptable que quelqu'un tente effectivement de renverser l'ordre actuel, autant je crois qu'il n'est pas bienvenu, il est malséant effectivement de procéder à des arrestations de cette manière, parce que quoi qu'on dise, on dit que la personne humaine a des droits liés à son statut de personne humaine. Donc, il faut y mettre la forme. Et puis, dans le processus judiciaire, il faut que ce soit fait dans le respect de l'art, dans le respect de l'art, des règles de l'art, en fait, judiciaire. Là, en ce moment, je crois que c'est une bonne chose. Et je peux vous faire une confidence. Moi-même, je fais quelque chose. J'ai écrit pour déplorer cela. Je n'ai pas signé de mon vrai nom, bien entendu, parce que je pense que c'est vraiment pas le moment. Et il faut éviter cela. D'accord. Avant de vous laisser la parole, juge Geoffroy va permettre au juge Bernard Bougma de réagir. Vraiment, je vais aller sur un autre point de... D'accord. On permet donc... Qui est très important de... D'accord, allez-y alors. Non, allez-y. Non, comme c'est vous qui vous modérez, moi je voulais aller sur un point, mais bon. Allez-y donc. Pour ne pas barrer la route, moi je n'ai pas de souci. Je vous permets, allez-y. D'accord. C'est le lien entre la chefferie et le Faso d'Anfani. Parce que ça fait partie aussi des sujets qui avaient été d'ailleurs annoncés à la chefferie et le Faso d'Anfani. Parce que les chefs également font... Est-ce qu'il y a un lien? Merci. Je pense qu'il y a absolument un lien parce que si vous regardez, le chef incarne l'institution. Le chef est le garant en réalité des valeurs. De valeurs traditionnelles et coutumières. Or, le fait de s'habiller fait partie des valeurs, n'est-ce pas, de tout être humain, enfin dans toute société humaine. Imaginez-vous si nous tous qui sommes là, si on n'était pas habillés, est-ce qu'on serait encore des humains?
on serait toujours à l'état de nature. Or, aujourd'hui, si on dit un être humain, c'est l'état, sa silhouette, c'est l'état de nature. Mais la façon de réfléchir, la façon de manger, la façon de s'habiller, par exemple, ça relève de l'état de culture. C'est ce que nous avons acquis. Donc, ça veut dire que si le chef incarne effectivement les valeurs, et si le chef, naturellement, incarne ces valeurs-là, il va de soi qu'il y ait une relation avec le Faso Damfani. Le Faso Damfani, je crois que les djoulaphones m'excuseront si je me trompe, ça veut dire le pain tissé de la patrie. Alors, donc, Faso Damfani, donc je ne suis pas djoulaphone. Et si, effectivement, c'est comme ça, dans la mesure où, dans le processus de production des valeurs, dans la représentation, effectivement, que nous avons des valeurs, le chef, il est à un carrefour. Et c'est pour ça que, si vous regardez, sous la colonisation, par exemple, on avait imposé la culture du coton, la culture des rentes, tout ça. Alors, les chefs avaient des champs, soit ça leur appartenait, soit on disait au village entier, voilà, il faudra que vous produisiez tant de tonnes, et puis chacun, on se divise les surfaces, et puis on produit. Donc ça, déjà de la production, à la transformation par exemple du coton, bon, jusqu'à la production, jusqu'à la réalisation du Faso Damfani, le chef c'est important. Le chef a un rôle à jouer. Ensuite, les différents motifs, les différentes couleurs, voilà, la largeur de la bande, par exemple, de cotonnade, le chef, pour ce que je sais, effectivement, a un rôle, il a son point de vue, effectivement. Et puis, la coupe. Vous ne pouvez pas, dans un village, en tout cas à l'époque et à longtemps, porter le même type, n'est-ce pas, de vêtements que le chef. Les mêmes coupes. Alors, par exemple, les dirkeba, c'est-à-dire les grands boubous, un peu comme cela. Et puis, voilà, donc il va falloir, et chacun avait, en fonction de sa catégorie sociale, un type de vêtements, parce que le vêtement, c'est le nom générique de tout ce que, en réalité, nous portons. Alors, même les sous-vêtements, c'est des vêtements. D'abord, on a dit sous-vêtements, donc c'est des vêtements. Donc ça, le chef a un rôle, effectivement, à jouer. Il faut également ajouter que les couleurs, là, c'était essentiellement donc à base de plantes. Alors, donc, les hommes, par exemple, produisent le coton. Et, bon, même si les femmes, effectivement, participent, les femmes filent le coton, et ensuite, les hommes, en fait, ils tissent. Et le tisserand, et le métier à tisser, selon Calam Crioul, c'est un anthropologue qui a travaillé ici dans les années 50, 40-50, c'est un anthropologue. Bon, il a fait ressortir le fait que le métier à tisser, qui est vertical, serait donc l'incarnation d'un dieu ancestral. Alors, et vous savez, dans la composition, je crois que le métier à tisser, il y a deux éléments essentiellement majeurs. Alors, vous verrez que les peignes là, il y a un peigne là, ça c'est les dents, et puis il y a ce qu'on appelle les lisses. Alors, ça, c'est par exemple, à ce niveau-là, c'est la mâchoire. Les lisses, ça correspond à la mâchoire de cet ancêtre-là. Il faut mettre ça en relation avec l'araignée, parce que vous savez, dans certaines de nos sociétés, à commencer par les Mossé, bon, voilà, bon, à laquelle, voilà, auquel j'appartiens, et il y a une relation entre l'araignée, parce que si on dit Soulga Amoré, c'est l'araignée. Si on dit Wouré, c'est-à-dire tisser, c'est effectivement la façon dont l'araignée tisse effectivement la toile. Donc ça veut dire que il y a aussi une autre version qui dit que c'est le dieu araignée, en réalité, qui a communiqué aux êtres humains dans les facultés et la dextérité, bon, et la finesse. En fait, dans la production des habits. Donc, vous voyez que, et tant et si bien que, il y a, dans certaines sociétés, l'araignée, on ne le tue pas, c'est un totem, parce qu'il nous a permis de passer de l'état de nature
à l'état de culture, en nous habillant, bon, et en protégeant, et en couvrant nos humanités. Bon, alors nos humanités, c'est de l'ancien français, que vous comprenez très bien, que s'il n'y a pas de façon d'enfanie, que s'il n'y a pas de vêtements, c'est un problème. Mais il faut, du point de vue des couleurs, il faut ramener ça. Il y a l'arbre en morée qu'on appelle siga, et puis l'arbuste là qu'on appelle garga. Alors, et si vous prenez, par exemple, le garga là, je pense que c'est Indigofera, le nom scientifique, en réalité, quoi, Tintictora. Donc, bon, l'indigo a pour teinter, etc. Et bon, maintenant, c'est les femmes aussi qui le font, mais il faut relativiser, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Vous savez, il y a un groupe ethnique qu'on appelle les Marseillais, par exemple, les Kirakoya, par exemple, c'est des Marseillais qui sont spécialisés dans la teinture. Alors, et donc, ils utilisent effectivement justement cet arbuste-là, mais aujourd'hui, il y a des produits chimiques qui remplacent ça parce qu'avec la désertification, c'est un arbuste qui existe de moins en moins. Alors, et maintenant, il y a aussi le siga. Bon, ça, c'est un arbre qu'on trouve généralement au bord de l'eau, hein. C'est pour ça qu'en Morée, on dit six. Là, parce qu'il y a une rivière, là où se trouvaient effectivement ces arbres-là. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, je crois que c'est Anogesus, quelque chose comme ça pour le nom scientifique. Alors, parce que je ne suis pas un spécialiste. Donc, tout ça est là. Et le rapport également avec ces arbres-là, ou ces arbustes-là, c'est un rapport parfois mystérieux ou mythologique. C'est-à-dire qu'on accorde à ces arbres-là, à travers leur couleur, le don, par exemple, de pouvoir plaire aux morts, parce que bon, quand il y a des funérailles, bon, il y a ce qui est blanc, il y a ce qui est teinté, et généralement le siga là, bon, eux c'est généralement utilisé par les guerriers, et c'est à des fins, en tout cas à des fins guerrières. C'est pour ça que vous voyez les Koulouego utilisent, c'est cette couleur là que les Koulouego utilisent, c'est cette couleur pratiquement que les Dozo par exemple utilisent, etc. Majoritairement bien sûr, parce qu'il y a de la couleur noire, mais avec le garga en question, on peut transformer ce qui est vert en noir. Bon, et puis il y a les herbes aussi il y a certaines herbes que l'on peut associer, bon, pour qu'il y ait une variété de couleurs assez large qui puisse satisfaire tout le monde. Donc aujourd'hui, et tout cela, tout cela se rapporte à la chefferie, parce que comme vous le savez, bon, l'histoire de nos sociétés parfois, c'est lié à l'histoire des rois. Bien sûr. Oui, puisque il y a, ce qu'on ne peut pas dénier, c'est que nos chefs traditionnels et coutumiers ont été quand même les promoteurs de façon d'enfanie. Ça, on ne peut pas dénier ça. Quelle que soit la localité où vous partez, ces messieurs-là sortent toujours avec des vêtements du terroir. Il y a rarement d'autres tenues qui s'ajoutent. Pourquoi ? D'abord, parce que tout simplement, le rapport entre le vêtement et puis l'individu, et puis le chef, c'est un rapport qu'il faut intégrer dans le système de valeurs, comme on l'a dit, mais parce que la représentation que les gens ont du chef, c'est qu'il doit être différent, par exemple, du commun des mortels, différent du point de vue des apparences, n'est-ce pas? Différent du point de vue de sa façon de réfléchir, différent du point de vue de son comportement. Puisque ce que les gens ne peuvent pas observer comme valeur liée à leurs conditions humaines, ils se disent au moins, comme vous nous représentez, vous devez faire preuve d'exemplarité. Alors, donc, d'abord, un chef ne parle pas, en principe. Un chef ne fait pas de bagarre, un chef ne fréquente pas les marchés, à l'exception, bon, dans notre société, ça varie d'une société à une autre, mais on peut observer au moins un de ces éléments-là dans toutes les sociétés. Alors un chef, quand il veut aller au marché, c'est à 500 mètres en principe qu'il est là, et puis tout ce qu'il y a au marché, on vient, effectivement, on lui fait cadeau de ça. Tout le monde, les échantillons, si c'est sur le plan alimentaire, bien sûr, bon, on lui apporte ça. Les gens peuvent venir le saluer, mais il y a des règles très strictes. Bon, si vous êtes sous,
vous ne pouvez pas venir là-bas. Si vous êtes quelqu'un qui parle mal, et qui est grincheux, vous ne pouvez pas venir là-bas. Donc ça veut dire que le comportement qu'on a au marché, c'est pas ce comportement qu'on doit avoir quand le chef décide de venir s'installer à 500 mètres parce qu'il veut aller au marché pour prendre la température en fait de la société. Donc ça veut dire que en revenant au Faso Damphani, alors le chef, du point de vue de ses apparences, doit être quelqu'un effectivement de particulier. Et quand on le voit, on doit savoir que c'est un chef. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être le bonnet, ça peut être l'habit, ça peut être les chaussures, etc. Ou tout ça à la fois. Et en Moré, par exemple, on peut dire que ça c'est un kassabo, ça c'est un cobré. Bon, dedans là, en réalité, c'est un kwagla, on appelle ça kwagla. Alors, c'est-à-dire le forkia, ce que nous appelons forkia, c'est en fait kwagla. Et pour terminer, quand c'est évasé comme ça, on appelle ça benara. Alors, et si vous allez chez les Frafra au Ghana, c'est-à-dire les Kassina, les Nankana ici, ou bien les Mapursi, ou bien les Dagomba, bon, ces noms-là existent par exemple. Et même chez les Dagara, et également chez les Dagara, chez les Yana, chez les Kousassé, qui sont des ascendants des Moussi. Le Moré descend de tout ça, même si aujourd'hui on a l'impression que, alors, ils sont du point de vue démographique, même si du point de vue démographique aujourd'hui, bon, ils sont plus importants que beaucoup de ces groupes ethniques là, mais il ne faut jamais oublier d'où on est venu. Alors, dans un récent écrit, vous avez dit le rôle des chefferies traditionnelles dans la création, promotion du Faso Damphani et de la maroquinerie, de la négation idéologique du CNR à l'omerta injuste des autres régimes politiques. J'ai l'impression que, compte tenu du fait que les politiques ne parlent pas de votre rôle dans la promotion du Faso Damphani, ça vous dérange? Mais ça me dérange. Et quand je parle du CNR, moi-même... Vous avez une négation idéologique du CNR à l'omerta injuste des régimes politiques. Oui, mais on a nié dans les faits le rôle de la chefferie traditionnelle et coutumière sur le CNR. Je l'ai dit d'autant plus que je fais mon propre procès à moi. Même si nous sommes dans un tribunal, parce que nous étions des acteurs de la Révolution, on est descendants de familles de chefs, mais on était idéologiquement carrés, idéologiquement orientés, et donc il n'était pas question, effectivement, de faire ce que nous appelons la promotion des forces rétrogrades. Et c'est écrit dans le discours d'énonciation politique. Or, en réalité... voilà, donc ça, c'est injuste, bien sûr. Et là, je dis que c'est pas normal. Dans la promotion du Faso Damphani, par exemple, c'est de ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on n'en a pas parlé, il n'y a même pas une ligne quelque part qui reconnaît, n'est-ce pas, quand nous étions donc sous la Révolution, le rôle, n'est-ce pas, de ces chefs-là. Or, en réalité, avant même que la Révolution en fasse la promotion, notons que la Révolution a eu le mérite de la Révolution réside dans le fait qu'elle a fait la promotion du Faso Damphani. Elle réside dans le fait qu'elle a amélioré la roue qu'est le Faso Damphani. La Révolution n'a pas inventé le Faso Damphani. Donc ce sont nos sociétés, ce sont des acquis, des patrimoines de nos sociétés sur lesquels la Révolution a construit quelque chose d'appréciable. Mais on ne peut pas oublier, même si le pain de singe, même si le pépin de pain de singe est petit, c'est quand même lui qui a donné naissance au géant Baobab. Alors donc ça, ce n'est pas juste. Et l'histoire est faite pour qu'on fasse des autocritiques, on tire le son de l'histoire. C'est pour ça que quand nous parlons de ce qui s'est passé, quand nous apprécions aujourd'hui la situation politique du pays, on s'est dit on a fait des conneries sur la Révolution, nous autres là, nous sommes parmi les aînés, et qu'il faut réfléchir et puis voir comment est-ce qu'on peut faire de la Révolution, par exemple, à visage plus humain que nous l'avons connu, par exemple, sous la Révolution. Et maintenant, concernant les autres régimes, eux, ils ont embouché la même trompette, ils n'ont rien dit. Et quand je dis les autres régimes, même sur le président d'Amiba, voilà, sur lequel j'étais ministre. Donc je ne fais pas le procès de quelqu'un, je fais d'abord mon procès à moi, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui a la prétention d'être un intellectuel, avant de faire celui des autres. Donc on aurait dû rendre hommage aux chefferies traditionnelles pour leur contribution à la promotion du Faso Damphani. Indiscutable. D'accord. Juge de mon point de vue. Ok, juge Geoffroy. Moi, je vais revenir sur autre chose. Allez-y, nous avons tout au plus 5 minutes de temps d'antenne. Oui, parce que pour moi, ça ne peut pas passer quand même inaperçu. Le communiqué sur la tentative de déstabilisation dit qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des entretiens, il y a des analyses qui sont en cours. Et ils ont dit que tout ramène à un groupuscule qui pense qu'il doit avoir plus de poids dans la décision publique comme politique.
Mais il y a un mot qui, chez notre convoqué, m'a parlé, c'est le si, c'était avéré. Si, c'est le mot si. Avec un communiqué qui parle de faits, qui donne tous ces éléments, vous êtes encore dans la probabilité. C'est quoi? Dites-nous, le si, c'était avéré. Je veux... Voilà, parce que c'est important quand même qu'on soit là-dessus. Ouais. Non, en fait, on a dit en droit, on dit tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que les faits confirment cela. Nous sommes dans un tribunal. Vous êtes en train de me juger. Moi, mon si est lié à cela. Il faut coller ça au processus. Si les gens sont présumés innocents, pas si les gens sont présumés innocents, les textes de loi disent que tout accusé, tout machin est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit confondu par la suite de la procédure et le verdict. On s'est compris. Voilà, donc pour ça, merci de me poser la question. Ça dissipe tout. Pour cette clarification. Voilà, sinon, beaucoup des interprétations. Deuxième élément, pour moi, il y a une question aussi qui est quand même importante parce qu'on a parlé de la chefferie coutumière tout au long de l'émission. Vous avez dit que ce qu'on a aujourd'hui, si on veut parler d'Avatar, c'est beaucoup plus des problèmes non liés à l'ethnie ou quoi que ce soit, mais il y a la religion qui y est pour beaucoup. Ok, mais qu'est-ce que peut la chefferie coutumière dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes? Alors, je pense que la chefferie coutumière peut beaucoup de choses à la seule condition que ceux qui nous gouvernent veuillent qu'elle fasse ou qu'elle joue un rôle encore plus important. Je dis bien cela parce que quand vous prenez les mécanismes alternatifs de prévention, de gestion et de résolution des conflits qui se déclinent de la manière suivante, vous avez sur le plan traditionnel notre patrimoine. Vous avez les religions abrahamiques qui sont venues également parce que le catéchiste, l'imam, le pasteur et également dans le cadre de leur confession religieuse travaillent à prévenir, à résoudre, à gérer et à résoudre les conflits. Donc, si chacun de son côté fait ce qu'il a à faire, en réalité, on n'arrive pas à faire naître une synergie de différentes actions, ça pose problème. C'est pour ça qu'on parle de mécanismes alternatifs de prévention, de gestion et de résolution des conflits, et non pas de mécanismes traditionnels qui sont exclusivement liés à notre tradition. Si vous venez dans mon village, vous n'êtes pas un Mwara, pas à ce que je sache en tout cas. Est-ce que ce que moi je vais faire sur le plan traditionnel, normalement, s'il y a un conflit, est-ce que vous allez vous retrouver dedans? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Mais non, on n'a pas la même histoire. Donc, maintenant, si vous êtes catholique, vous êtes ou évangélique, je dis, bon, très bien, il y a le pasteur. Donc, on met tout ça ensemble. Et régulièrement, on se réunit et on dit, bon, on examine ce qui a comme problème au village et on propose des solutions. Ce que j'ai dit, ce n'est pas des théories, c'est ce que nous expérimentons au village. Maintenant, c'est à l'échelle du village et on ne peut pas, en fait, étendre ça systématiquement. Donc, il faut que l'État, à travers lequel tout le monde se reconnaît, se dise une chose. Tous ces mécanismes-là, l'État est supranational. L'État, en termes de nos nationalités, c'est au-dessus de tous les groupes ethniques, c'est au-dessus de toutes les religions, de toutes les religions. Donc, comment est-ce qu'il faut, parce qu'il y a des chercheurs pour ça, hein, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des dénominateurs communs entre les différents mécanismes-là pour en faire quelque chose, par exemple, de national? Je dis que l'État n'a pas joué son rôle avec un exemple. Au lendemain de Yirgou, moi je suis membre de l'association Racine. Nous sommes à 1 minute de temps d'antenne. D'accord, voilà. Et on a fait des choses, il y avait l'imam, il y avait tout le monde, hein, les autorités religieuses et coutumières. Et après, on a fait le rapport, par exemple, à l'État, pour dire voilà ce qu'il convient de faire. Silence, radeau total, motus et bouche cousue jusqu'à présent. Donc voilà un exemple concret. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette première audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions là-bas Issaka Souema. Il est communicateur et socio-anthropologue, ancien ministre en charge des affaires religieuses et coutumières, et il est aussi un chef coutumier en la personne du Dawelgna Baboualga. Merci d'avoir répondu à la convocation. C'est à vous le merci. Merci de m'avoir invité. Merci, juge Benna Bougma, pour les analyses. Merci à vous, juge Geoffroy
Savara pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre constante fidélité. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.